Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023, dernier virage. La parole au candidat président de la République pour ce énième numéro. Nous recevons pour vous sur ces plateaux Maître Constant Moutamba, candidat président de la République aux élections présidentielles du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons mettre un point sur son projet de société. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, parlons sécurité et armement. La République démocratique du Congo compte actuellement 252 groupes armés locaux selon les PDDRCS. Comment envisagez-vous lutter efficacement contre ces groupes armés et rétablir la paix dans le pays? Nous mettrons en place, madame, sur le plan sécuritaire, une unité spéciale qui aura pour mission le rétablissement de la paix dans la partie est du pays et dans d'autres coins du pays. Et cette unité spéciale va également travailler pour traquer M. Paul Kagame, le président rwandais que nous considérons comme principal auteur de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Alors, selon les PDDRCS, 14 groupes armés étrangers opèrent dans 5 provinces de l'Est. Quelles sont vos propositions concrètes pour mettre fin à cette situation rapidement? Nous allons renforcer la capacité opérationnelle et logistique de nos forces armées, de nos FARDC. Savez-vous que nous avons des militaires bien formés, nous avons des grands généraux, mais qui sont simplement pas bien utilisés, qui sont sous-utilisés. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, nous allons commencer par identifier ces vaillants soldats congolais qui ont été mis à la retraite, mis aux oubliettes pour des raisons inavouées. Nous allons également, vous savez, améliorer le solde des militaires, essentiellement ceux qui sont au front. Il est anormal que quelqu'un qui milite pour la préservation, pour défendre l'intégrité territoriale du pays, puisse être moins payé, sous-payé que, par exemple, un député national, par exemple, moi, futur président de la République, par exemple, moins qu'un PDG d'entreprise. Nous allons nous efforcer à placer le solde du dernier soldat congolais à 500 $ américains. Comment y arriver? Ben écoutez, je vais vous expliquer les mécanismes de financement. Allez-y. Écoutez, nous allons, sur le plan économique, travailler sur la mobilisation de nos recettes, à tous égards. Et ceci me permet peut-être, si vous voulez, d'anticiper. Vous parlez du secteur minier. Savez-vous que dans ce pays, la fraude minière absorbe près de 100 milliards de dollars chaque année? J'ai fait des études là-dessus il y a de cela 3 ans, où j'ai démontré qu'il est possible de faire passer notre budget de 10-15 milliards à 150 milliards de dollars. Savez-vous que rien que si nous concentrons et interdisons l'exportation de nos minerais à l'état brut, nous allons en fait redonner de la valeur ajoutée à nos minerais qui vont faire exploser nos recettes. Et pour ça, nous mettrons en place un parc minier qui aura pour mission de tracer toute la production minière qui est extraite de notre sous-sol. Et ici, ce parquet aura aussi pour mission de veiller à l'observance de la mesure phare que nous leverons ou prendrons, celle d'inviter toutes les multinationales. Nous n'allons pas leur ravir des carrés miniers, mais nous allons les inviter à transformer nos minerais localement. Ainsi, en lieu et place d'exporter nos minerais pour la fabrication des smartphones, pour la fabrication de batteries, pour la fabrication des câbles électriques, que sais-je encore, en fait, tout ceci sera désormais fabriqué localement. Et avec comme conséquence que cela va booster l'emploi
des jeunes, cela va booster l'économie, cela va stabiliser le cadre macroéconomique, cela va développer substantiellement tout l'arrière-pays. Alors, Et toujours dans le cas de la mobilisation de recettes, si vous voulez, je vais alors parler du secteur de la justice. Savez-vous que si nous arrivons à dompter l'évasion, l'écoulage de nos recettes publiques, nous pouvons récupérer un gain de plus de 10 à 15 milliards de dollars. Rappelez-vous de l'article du professeur Luzolo Bambi qui indiquait l'écoulage, la perte d'autant de milliards de dollars, rien que dans la corruption. Si nous mettons en place des mécanismes de sécurité comme ceux que nous mettrons naturellement en place, une fois élu 6e président de la République, ce que nous ferons dans ce domaine, c'est la mise en place du parc économique et financier spécial. Madame, qui aura pour vocation de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière des dirigeants ou des gouvernants. Ça aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Ça veut dire que nous interdirons toute acquisition mobilière et immobilière au cours d'un mandat électif ou nominatif. Parce que nous considérerons cette période comme étant suspecte. Et nous allons imposer la déclaration de revenus de chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve. Cléopâtre est là, vous devez déclarer au fisc combien vous gagnez le mois. Et où trouvez-vous l'argent? Et donc, ces revenus seront taxés. Ça veut dire que les jours où il y a une nette augmentation, nous saurons exactement l'origine de cette augmentation. Et si elle est frauduleuse, eh bien, le parquet économique et spécial sera derrière toi. Et à côté, nous créerons ce que nous appelons le tribunal spécial contre la corruption. Ce tribunal aura pour vocation de traiter tous les dossiers issus du parquet économique et spécial. Ceci va substantiellement juguler le taux de corruption et des détournements de deniers publics. Au passage, je vous informe que nous construirons une prison spéciale pour les détourneurs des deniers publics. Et nous avons à cet effet, d'ailleurs, déjà identifié l'endroit. Ce sera dans la commune de Lantele. Et nous lancerons l'opération Bien Mal Acquis. Vous avez construit un immeuble avec l'argent des contribuables congolais. Sachez que nous lancerons l'OBEMA. Et cet office aura pour vocation de récupérer tous les biens qui auront été acquis sur la base de la corruption et des détournements. Madame, tous ces mécanismes permettront de rééquilibrer et mobiliser davantage les recettes publiques. Sur le plan de finances publiques, parce que vous avez posé la question de savoir comment allons-nous arriver à faire passer un soldat de moins de 100 $ américains à 500 $. Et je dis bien, c'est les moins gradés de l'armée qui vient d'être recruté à 500 $. L'équivalent en francs congolais de 500 $. Nous allons remettre de l'ordre, non seulement dans tous les secteurs de la vie nationale, mais essentiellement dans les finances publiques. Savez-vous que dans la chaîne de recettes, il y a un tel désordre, une telle anarchie, il y a tellement d'interférences que l'État congolais perd énormément d'argent. Parce qu'il y a trop d'exonérations, parce qu'il y a trop d'interférences. Tantôt, c'est le conseil du président, c'est le conseil du ministre, c'est lui-même le ministre des Finances, etc., qui interviennent. Au point que l'agent des services de fisc n'arrive pas, en réalité, à percevoir ce qui est réellement dû à l'État.
Et dans la plupart des cas, l'entreprise qui doit X montant à l'État est obligée d'en payer le 1% parce que le reste sera partagé entre elle et soit un conseiller, soit une autorité, ainsi de suite. Et ceci fait perdre à l'État congolais des gaps importants des ressources. Et donc, nous allons articuler, focaliser notre attention dans la lutte contre les détournements des deniers publics, la lutte contre la corruption qui nous permettrait en ce moment-là de pouvoir redresser la République. Je serai donc le candidat de l'ordre qui va redresser la République. Je vais faire en sorte que l'État congolais soit un État d'ordre. Mais en dehors de cela, est-ce que vous savez que rien que dans la fonction publique, il y a énormément d'effectifs dans toutes les administrations. Que comptez-vous faire par rapport à cet aspect? Nous allons numériser le fichier des fonctionnaires pour nous permettre de dégager tous les gaps d'argent qui sont volatilisés à travers le phénomène d'un fonctionnaire fictif. Vous allez dans toutes les banques et c'est comme ça que nous lancerons ce qu'on appelle l'audit du fichier ou des fichiers des fonctionnaires de l'État. Ça nous permettra, à tous égards, de pouvoir réellement savoir dans la fonction publique, par exemple EPST, il y a combien d'agents, portefeuille, il y a combien d'agents qui travaillent, qui sont actifs et qui ne travaillent pas, mais perçoivent l'argent de l'État. Ceci va nous permettre de récupérer des millions et des millions de dollars américains qui sont malheureusement volatilisés au détriment du Congolais lambda. Et c'est ce qui va nous permettre de renforcer nos services de sécurité, nos services de défense, qui va nous permettre d'améliorer les soldes de nos militaires ainsi que de nos policiers. Et ce sera la même chose. Les derniers des policiers devraient avoir 500 dollars américains. Alors, toujours dans le domaine de la sécurité, les ADF ont prêté allégeance à l'État islamique et sont considérés comme un groupe terroriste par les États-Unis d'Amérique. Comment prévoyez-vous éradiquer ces groupes armés de la République démocratique du Congo? La solution pour éradiquer tous les groupes armés qui opèrent sur notre territoire est simple. C'est de rendre notre armée forte, exfiltrer de notre armée tous les infiltrés, considérer à juste titre nos militaires, qui sont là pour non seulement nous sécuriser nos populations, mais aussi sécuriser la République, défendre l'intégrité de notre pays. Il faut renforcer la capacité opérationnelle logistique de nos FARDC. Mais c'est là le problème. Éviter de donner des grades aux militaires comme si on distribuait des cacahuètes. Ne sera nommé général, promu général, que celui qui l'aura mérité. Pas parce que tu as été un rebelle. Non pas parce que tu as été, je ne sais pas moi, un maquisard ou quoi. Non. Alors, il y a aussi la question de FDLR, qui ont été un point de discorde entre Kinshasa et Kigali pendant une décennie. Quelle est votre stratégie pour résoudre ces conflits? Nous ne sommes pas là pour interférer dans les affaires intérieures de notre État qui est le Rwanda. Nous voulons que le Rwanda puisse nous respecter. La question des FDLR est une question qui concerne les Rwandais. Et nous n'allons pas nous ingérer dessus. Ce que nous ferons, c'est pousser les Rwandais à dialoguer entre eux. Mais aussi et surtout d'arrêter de menacer l'intégrité territoriale de notre République. Au cas contraire, nous ferons la guerre au Rwanda. Et nous allons annexer cet État minuscule à la République démocratique du Congo. Parce que je vous informe que les 2 dernières décennies,
Le Rwanda a été à la base des millions et des millions de morts de nos compatriotes, évalués aujourd'hui à près de 8 millions. Et c'est inacceptable. Cette situation doit s'arrêter. Alors, de la sécurité aux relations internationales, sous votre présidence, comment envisagez-vous gérer les relations avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda et l'Ouganda? Les relations de respect, les relations de considération mutuelle. Tant qu'il n'y aura pas de considération à l'égard de la RDC, les relations seront tumultueuses. J'imposerai le respect à ces deux États, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda. Comme je vous le dis, ce sera la guerre totale ou la paix totale. On ne négociera pas la paix sous mon mandat. Parce que les Congolais ont assez souffert des atrocités de la part de ces deux États. Savez-vous que j'ai grandi dans une ville comme Kisangani? Vers les années 2000, j'ai vécu la guerre qui a opposé l'armée rwandaise à l'armée ougandaise, la guerre dite des 6 jours, dont j'ai été victime directe. J'ai vu des amis périr. J'ai vu des amis rester handicapés. Parce que deux États voisins ont décidé de venir se battre sur le sol congolais. Et cela au vu et au su de la communauté internationale. Et ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi nous allons imposer, une fois élu président de la République, les rapports de respectabilité réciproque. Faute de quoi, je vous ai dit, nous lancerons une guerre sans faille, sans merci. On parle aussi de la diversification économique. Pour stimuler la croissance économique, comment prévoyez-vous diversifier l'économie congolaise au-delà de l'exploitation des ressources naturelles, notamment dans l'agriculture, la technologie ou encore le tourisme? Je viens de vous le dire. D'abord, il faut partir de mines. Est-ce que nos mines, nos minéraux nous appartiennent aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que nos carrés miniers, les carrés miniers de nos entreprises publiques ont été cédés à vil prix aux entreprises étrangères. Ce qui fait que malgré la croissance de la production minière, le pays est resté pauvre. Parce que tous ces minerais ne nous appartiennent plus. Et tous ces minerais ne sont pas transformés localement. Ces minerais servent plutôt à enrichir les entreprises étrangères et non nos entreprises publiques. C'est pourquoi, une fois élu président de la République, 6e président de la RDC, je vais marteler sur la relance de nos géants miniers. Il faut replacer l'amiba. Il faut replacer l'amiba à sa place dans le temps. C'était un levier économique majeur qui tenait l'économie et le social du centre de la République. Il faut remettre en selle la Gécamine, qui est aujourd'hui paralysée, autant que l'amiba. Levier économique important dans la partie sud-est du pays. Il faut revivifier, il faut revitaliser la Sokimo. Mais lorsque à côté, vous avez plutôt des géants étrangers qui se construisent et qui pillent, qui prennent nos richesses, déjà ils font des très fausses déclarations des productions. Ils prennent le minerai, ils les exportent. Il n'y a pas lieu de parler d'une véritable économie qui peut faire espérer un développement dans ce pays.
Et j'insiste sur l'impératif de la transformation des minerais au niveau local, de la relance à travers des financements colossaux qui passeront naturellement par des jeux aventures. Alors, sur le plan, puisqu'on parle de la diversification de l'économie, je ferai de chaque Congolais un agent agricole. Savez-vous que l'État congolais compte des millions et des millions d'hectares de terres arables? Il y en a qui parlent de 80 millions, il y en a qui parlent de 120 millions. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité, les Congolais ne sont plus agriculteurs? Je vais imposer le retour vers le sol. Parce que l'économie la plus forte est celle qui est assise sur des secteurs comme l'agriculture. Des secteurs aussi stables. Et pour éviter de continuer à dépendre de l'extérieur, où même les cure-dents sont importés, notre économie est totalement extravertie. Nous ferons en sorte de pouvoir mettre fin à cela en boostant la production intérieure. Et la meilleure façon, sera de pouvoir pousser chacun des Congolais d'abord à retourner vers le sol. Au-delà de ça, c'est de créer des zones agricoles par région. Et l'État congolais lui-même sera un agent agricole. L'État congolais devra faire des champs. Je mettrai donc en place un service, un office qui fera le champ. Un peu comme les Daipen et tout. Un peu comme les Kanyamakasese. Des services comme ça, nationaux, qui auront pour vocation de faire des champs de manière industrielle et professionnelle. Ceci permettra de résorber substantiellement la question de la famine, la question de l'autonomisation de notre économie. Alors, vous l'avez reconnu, vous avez dit la corruption a entravé les développements économiques en République démocratique du Congo. Et je n'ai pas oublié, toujours sur le plan économique, oui. Je veux faire en sorte que notre économie soit une économie certes du marché, mais qui soit transformationnelle. Une économie qui permet aux Congolais de bien vivre. Pas une économie où la RDC ne donne rien dans ce marché, où la RDC n'apporte rien, où nous prenons tout comme je viens de vous expliquer. Nous importons tout. J'étais dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa, où vous posez la question au cube magique, tout ça est importé. Nous importons tout. Comment voulez-vous soutenir un développement durable avec une telle économie totalement extravertie? D'où nous pousserons le Congolais à produire davantage. Nous allons booster les entrepreneurs agricoles congolais. Nous allons booster les industriels congolais pour véritablement créer des millionnaires congolais. Et cela est possible à travers les différentes réformes que j'ai déclinées. Alors, je le disais, la corruption a entravé les développements économiques en République démocratique du Congo. Quelles mesures spécifiques prendrez-vous pour lutter contre la corruption, améliorer la transparence et renforcer l'état de droit? Je viens de vous le dire, pour lutter contre la corruption, je mettrai en place un tribunal spécial contre la corruption. Comptez-vous gérer? Je mettrai en place un parquet économique spécial qui aura pour mission de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Et toute acquisition illicite fera l'objet d'arrestation immédiate. Je créerai une prison spéciale pour les corrupteurs, les corrompus et les détourneurs.
Je l'ai dit, avoir même déjà identifié le site où j'érigerai cette prison-là. Je remonterai l'histoire. Parce que même ceux qui ont détourné par le passé, qui ne pensent pas que les infractions de détournement sont prescriptibles, pour moi, elles seront imprescriptibles. Pour donner de la leçon aux générations futures, que lorsque on est au service de l'État, l'on doit distinguer la poche privée de la caisse de l'État. Alors, comment comptez-vous gérer les contrats entre la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises, notamment ceux connus sous le nom des contrats chinois? Absolument qu'il faudra revisiter tous ces contrats. Léonins qui ont été, je viens de vous le dire, qui sont venus plutôt mettre en mal l'économie congolaise, nos entreprises minières, nos actifs miniers. Je viens de vous le dire que le Congo n'a plus d'actifs miniers. Tout ceci a été cédé au mining. Et les mining, pour la plupart, sont chinois. Qu'est-ce que nous avons gagné dans ces contrats chinois? Absolument rien. Soit alors qu'il y a eu des détournements de la part de certains de nos compatriotes, soit alors que ce sont les Chinois qui se sont foutus des Congolais. Mais la meilleure manière de faire, je mettrai en place une équipe pour évaluer sereinement. Et je crois que ce sera une équipe mixte, composée de la partie chinoise et congolaise, pour pouvoir évaluer froidement et dégager ensemble les inégalités qui sont d'ailleurs, qui seront perceptibles, issues de ces contrats, qui ont juste permis aux entreprises chinoises d'exploiter nos sous-sols, notre sous-sol, nos minerais. Pour votre information, les minerais sont épuisables. Donc, d'ici 20, 30, 40 ans, vous verrez qu'il y aura des sites où on ne retrouvera plus nos minerais. Mais qu'est-ce que l'État congolais aura gagné de cela? Absolument rien. La meilleure façon de redresser notre économie sera de booster, de réévaluer, redynamiser nos entreprises publiques en général et nos entreprises minières en particulier. Ça pourra se faire dans combien de temps? Non, mais c'est au cours de mon quinquennat. Au lendemain de mon élection à la présidence de la République, je mettrai déjà en place toute une batterie de réformes pour arriver justement à redresser très rapidement toutes les entreprises minières congolaises. Alors, les coltans est essentiel à l'industrie de la téléphonie mobile, mais ces recettes ne sont pas correctement représentées dans les revenus publics. Quelle sera votre stratégie pour remédier à cette situation? J'interdirai toute exportation de nos minerais à l'État moute. Les entreprises de téléphonie mobile et cellulaire devront venir transformer nos minerais ici, fabriquer les téléphones sur place. Est-ce que Samsung ne peut pas, par exemple, installer une succursale au Congo, à Goma, par exemple, pour fabriquer les téléphones Samsung ici au Congo? Pourquoi ce sont nos minerais qui doivent partir? Encore que ce coltan dont on parle, mais c'est vendu aux multinationales par qui? C'est pas l'État congolais qui vend nos minerais. C'est toute la problématique de la relance de nos entreprises minières qui n'existent plus, qui sont en situation de faillite totale. Qui vend notre coltan? Ça passe par des groupes armés. Toutes les rébellions que nous vivons, en fait, même la guerre ici du M23 qui nous est imposée, mais c'est une guerre de minerais. C'est l'insécurité due à nos minerais qui doivent être exploités de manière illicite, qui doivent échapper au contrôle de l'État congolais. C'est comme ça que vous verrez que vers Ituri, frontière avec l'Ouganda, vers le nord Kivu, frontière avec le Rwanda, c'est l'insécurité totale parce que l'or doit
quitter de manière illicite. Parce que le coltan doit sortir de manière illicite. Et bientôt, vous allez entendre, oh, c'est le cobalt, etc. C'est le lithium. Des zones où il y a le cobalt, le lithium, dans la partie sud, vous verrez que il faut encore chercher des anicroches, des alibis pour y s'aimer de l'insécurité. Et nous allons pousser les multinationales, les inciter à venir plutôt transformer nos minerais au niveau local. Alors, comment comptez-vous aborder les défis actuels économiques tels que l'inflation, la volatilité des taux de change et la dette publique, croissante d'ailleurs, pour assurer la stabilité financière du pays? En fait, pour assurer la stabilité financière du pays, il faut simplement remettre de l'ordre dans nos finances publiques. La situation que nous connaissons actuellement de l'inflation, de l'instabilité du taux d'échange, de la dépréciation du franc congolais, cette situation est due au désordre et à l'anarchie. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, financer le déficit budgétaire en recourant à la planche à billets. Mais c'est ce qui se fait quotidiennement. La conséquence, c'est l'instabilité que nous observons actuellement. Nous devons être capables de contrôler les flux des devises qui sortent et qui rentrent au pays. Et vous pensez que c'est possible? Bien sûr. Il faut commencer par juste remettre de l'ordre et de la discipline dans les finances publiques. La chaîne des dépenses, la chaîne des recettes, ça doit être scrupuleusement respecté. Chaque acteur doit jouer son rôle. Contrairement à aujourd'hui, où il y a des acteurs clés qui concentrent tout entre leurs mains. Ou par exemple, la Banque centrale est plutôt considérée aujourd'hui comme un service conseiller du ministre des Finances. Vous ne pouvez pas stabiliser nos finances publiques ou encore notre monnaie dans cet état des choses. Donc il faut réformer, remettre de l'ordre dans le secteur des finances publiques, réformer également notre politique monétaire. Le vrai problème du Congo réside dans le désordre qui a été érigé en mode de gestion. Vous savez, il suffit de remettre de l'ordre, chaque chose à sa place, remettre de la discipline dans tous les secteurs. Vous verrez que la République va naturellement se redresser. Je suis donc le candidat d'ordre, discipline. Je ferai de ce Congo un état d'ordre où vous ne verrez plus de taximens rouler en désordre. Vous ne verrez plus un jeune parler en désordre. Vous ne verrez plus un individu gérer de manière désordonnée, en désordre. Nous allons remettre de l'ordre. C'est pourquoi je suis le candidat de la rupture. Je voudrais rompre avec les antivaleurs de gestion. Je veux rompre avec l'anarchie qui s'est érigée en mode de gestion. Où vous êtes conseiller, mais vous voulez donner des ordres à un gestionnaire par trafic d'influence. Ou, puisque vous êtes conseiller d'un ministre, vous pouvez appeler un opérateur privé qui est redevable à l'État congolais de ne pas payer sa taxe, son impôt, conformément à la loi. Nous allons remettre de l'ordre et chacun sera à sa place. Alors, quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour promouvoir l'investissement étranger et stimuler la croissance économique, en particulier dans les secteurs clés tels que l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie? Écoutez, je viens de vous le dire. Avant de promouvoir l'investissement étranger, il faudrait tout d'abord travailler sur les indicateurs, sur
les mécanismes internes qui permettent justement l'attraction de ces investisseurs étrangers. Que quand ils viennent, qu'ils puissent se retrouver dans une situation où ils gagnent, mais ils font aussi gagner à l'État. Je suis prêt, je suis d'accord que les investisseurs étrangers doivent venir, mais pas pour piller. À quelles conditions? Piller nos ressources, piller notre argent et aller l'investir dans leur pays d'origine. C'est pourquoi je l'ai dit, nous allons verrouiller le système, renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption, des luttes contre le détournement, les mécanismes de transparence, de sorte qu'un étranger qui arrive, qu'il ne soit pas contraint de recourir au pot de vin pour acquérir tel ou tel avantage pour sa société. Quand un étranger veut investir, puisqu'on va remettre de l'ordre, il passera au guichet unique, il passera à l'ANAPI, il aura rempli, il passera à la DGI, pour d'autres, il passera à la DGDA, il passera à la DGRAD, il aura rempli toutes ces conditions d'existence en tant qu'investisseur et il va exploiter sans problème. Alors, et donc, nous allons remettre de l'ordre, nous allons remettre de la discipline pour permettre de redresser la République et attirer davantage les investisseurs. Les investisseurs ont besoin de la sécurité, surtout le plan juridique, personnel et tout. Comme je viens de vous le dire, sur le plan de la sécurité, nous ferons de nos phares d'essai la plus forte armée de la République. Nous sommes là pour un État fort. Nous allons davantage équiper nos phares d'essai et tout, nous allons compresser nos effectifs des phares d'essai. Pour moi, j'envisage réduire nos phares d'essai à un gap de 100 000. Si nous avons déjà 100 000 hommes bien équipés, bien payés, etc., les policiers, la même chose, je crois que nous pourrons... Pas plus, pas moins. Non, pas plus, pas moins à ce stade. Pourquoi? Pour nous permettre, évidemment, de pouvoir faire un travail de qualité. Parce que les problèmes, c'est aussi, on ne sait pas comptabiliser en réalité nos effectifs militaires dans l'armée, nos policiers. Et donc, nous allons mettre en place les mécanismes de sécurisation, donc des sécurités juridiques, ainsi que des sécurités des personnes et leurs biens, pour créer les conditions d'attractivité des investisseurs. Alors, en santé, la malaria reste un problème majeur en République démocratique du Congo. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour intensifier les efforts de prévention, de diagnostic et de traitement de la malaria au cours de 5 prochaines années? Vous savez que je ferai des soins d'accès aux soins de santé gratuits. Déjà. Je mettrai en place un système de santé unifié. Ou intégré. C'est-à-dire C'est-à-dire que je mettrai en place un mécanisme où chaque citoyen devra, de manière indirecte, supporter ces soins de santé, mais sans les ressentir. Ça passera naturellement par les prix des denrées, des prix des services. Donc, sur chaque prix, nous intégrerons un petit forfait. Ok? Sous forme de taxe? Je dirais pas ça ainsi. Je n'appellerai pas ça ainsi, mais ce sera sous forme des cotisations indirectes. Ou par exemple, lorsque tu viens payer une brosse à dents, mais de manière indirecte, tu as payé, tu as contribué au service de prise en charge médicale. Et cet argent sera géré par un service au sein un service autonome, mais qui sera sous tutelle du ministère de la Santé.
Et ceci sera installé dans toutes les provinces, dans tous les territoires qu'il y a, dans 145 territoires, dans 35 villes, dans toutes les communes, rurales comme urbaines. Ceci nous permettra, en réalité, de couvrir gratuitement les soins de santé de tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent. Ceci nous permettra également, en ce moment-là, de collaborer. Donc l'État collaborera en ce moment-là avec des centres de santé, même privés. Mais l'ambition pour nous sera de créer chaque année et par territoire 5 centres médicaux. Pour que nous puissions être capables de construire et équiper autour de 1000 centres médicaux. Au bout des 5 ans? Non, chaque année. Au bout de 5 ans, l'ambition pour moi sera d'arriver sur l'ensemble du pays à en construire comme ça autour de 5000. C'est ça l'ambition. Je vais expliquer comment. Si on lutte contre les mécanismes des fraudes et tout détournement, c'est simple de pouvoir le faire. Et les fonds sont là. Le problème de notre pays, c'est simplement que tout le monde veut détourner l'argent et dans toute impunité. Et nous aurons réglé le problème d'impunité parce que nous remettrons de l'ordre et nous lutterons contre l'impunité. Nous allons ainsi créer des pharmacies publiques. Il est anormal que, puisqu'on parle de la malaria, quelqu'un qui veut s'acheter la quinine, Doliprane, qui veut s'acheter, je ne sais pas moi, anti-malaria, soit obligé de payer directement. Non. Nous allons booster nos industries pharmaceutiques. Il y en a. Alors, et donc, ces industries pharmaceutiques produiront des médicaments et le fonds, je viens de vous dire, qui sera mis en place à travers les systèmes de santé intégrés, servira de financer, de booster ces pharmacies publiques. De sorte que si Cléopâtre tombe malade et a besoin, par exemple, de la quinine, mais il peut aller au petit coin, à la pharmacie publique, et s'en procurer. C'est pas de la magie. Vous avez ces systèmes dans certains pays et qui marchent normalement. Je vais donc recourir à ces pays frères avec lesquels je suis en contact permanent pour implémenter cette vision. Et donc, sur le plan de la santé, je peux vous rassurer qu'il n'y aura aucun problème. Tous les Congolais auront accès gratuitement aux soins de santé. Tout comme, naturellement, tous les Congolais auront accès gratuitement à l'éducation de base primaire, secondaire. Alors, cette question, quelles actions prendrez-vous pour résoudre le problème de l'impunité et l'accès à la justice? Je viens de vous le dire, que ce sera les secteurs prioritaires. Le vrai problème du Congo réside là, dans l'impunité, les désordres. On se croit tout permis. Ou on peut commettre une infraction, contravention, voilà, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Nous allons remettre de l'ordre. Et c'est ce qui va nous permettre de redresser la République. Je serai un candidat fort qui imposera la discipline et l'ordre. Ceci dit, il n'y aura que de la place en prison pour les détourneurs. Il y aura moins de prisonniers des droits communs que des détourneurs, des corrupteurs et corrompus de deniers publics. Je vous ai dit que je mettrai en place un parquet économique spécial qui s'occupera de traquer tous les délinquants économiques et financiers de manière indistincte. Comment envisagez-vous promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable en République démocratique du Congo, compte tenu de son patrimoine naturel unique? Vous savez que nous avons la deuxième forêt la plus immense, la plus dense après l'Amazonie, mais qui ne nous profite pas. Nous contribuons énormément à la stabilité du climat mondial.
avec ce phénomène des changements climatiques, c'est la RDC qui apporte plus, mais qui ne gagne rien en retour. Nous allons mener du lobbying pour que la communauté internationale puisse davantage financer la RDC en crédit carbone. Et c'est des millions et des millions de dollars. Et là encore, ça nous permettra de pouvoir booster nos recettes. Et s'agissant de la sécurité alimentaire, la République démocratique du Congo connaît la plus grande crise alimentaire au monde avec 26 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire selon le PAM. Quelles actions spécifiques mettrez-vous en place pour améliorer cette situation au cours de 5 prochaines années? Je viens de vous le dire, il n'y a pas de magie. Il faut produire localement. Je ferai de chaque Congolais un acteur agricole. Je ferai de l'État congolais un agent agricole. Et tous les dirigeants devront avoir minimum 10 hectares. Où que tu sois, tu es conseiller, chargé d'études, directeur de cabinet, DG d'entreprise, tu es gouverneur, tu es député, sénateur, tout le monde devra justifier d'au moins 10 hectares de champs. L'État congolais lui-même, je mettrai en place un service agricole qui aura pour mission de faire le champ pour l'État congolais et qui sera sous tutelle du ministère de l'Agriculture. À quoi sert le ministère de l'Agriculture? Ce n'est en réalité pas que pour donner les semences. Et je financerai. Chaque année, on mettra au moins 500 000 $ dans l'accompagnement des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs agricoles dans chaque province. Ceci nous permettra de booster. Mais pour y arriver, nous allons accélérer la réhabilitation des infrastructures routières parce que le plus grand problème, c'est aussi l'évacuation des produits agricoles qui sortent de nos villages vers les centres de consommation. Il n'y a pas de route. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un réseau de près de 150 000 kilomètres à réhabiliter. Route d'intérêt national, route d'intérêt provincial, d'intérêt local. Et nous allons faire en sorte qu'en lieu place de passer du temps prioritairement à réhabiliter les petites avenues à Kinshasa, nous allons l'orienter vers les routes des desserts agricoles. Pour non seulement booster la production agricole congolaise, ainsi lutter contre, comme vous l'avez dit, la crise alimentaire, mais aussi surtout interconnecter les provinces. Savez-vous qu'en 60, quand Lumumba fouillait Kinshasa, c'était par route et qu'il allait se retrouver à Kisangani. Savez-vous que vous pouvez quitter Kinshasa, ou vous pouviez quitter Kinshasa et vous retrouver à Bukavu par route, vous retrouver à Lubumbashi par route. Mais qu'aujourd'hui, c'est toujours possible, mais c'est pénible. Il n'y a plus de route. Et vous essayerez de restaurer ça? Évidemment. Vous savez, il y a un grand auteur qui a dit « Le Congo ne vaut pas un pénis sans chemin de fer ». Mais ça voulait dire que le Congo, au vu de sa grandeur, ne saurait se développer sans infrastructure, aussi bien ferroviaire, routière que aérien. Alors, parlons de l'énergie. L'accès à l'électricité est limité dans nombreuses régions de la République démocratique du Congo. Comment prévoyez-vous étendre l'accès à une énergie abordable et fiable tout en assurant ce qu'on appelle une transition énergétique durable? Il faut commencer par la source d'énergie classique, traditionnelle. L'eau. L'énergie qui est produite à partir de l'eau, de notre boulevard national.
c'est le fleuve. Ce que nous ferons, en réalité, c'est d'abord remettre en selle le projet Grand Inga. Nous avons un potentiel hydraulique énorme qui peut nous permettre de produire des capacités inexplicables en termes d'énergie électrique. Et comme vous le savez, il est difficile de booster l'industrie sans énergie. De manière pragmatique, nous allons d'abord relancer sérieusement le projet Grand Inga, qui doit s'achever parce que ça permettra de vendre notre énergie, même à d'autres pays. Mais avant de vendre, nous allons nous rassurer que cette énergie profite aux Congolais. C'est Congolais. Parce qu'il est anormal que l'énergie qui est produite à Inga traverse le Congo central. Il me semble que traverse même Bandundu, mais sans laisser du courant dans ce coin-là. Donc il y a des coins du Congo central et tout, où il n'y a pas d'électricité. Mais les villageois voient les fils électriques au-dessus d'eux. C'est anormal, madame. Et notre lutte sera justement de restaurer une société d'égalité. Mais c'est pourquoi, madame, notre devise en tant que futur président de la République sera l'égalité, la justice et la liberté. L'égalité parce que j'estime que les Congolaises et Congolais sont inégaux. D'une part, vous avez les enfants d'eux, vous avez ceux qui ont pour vocation d'habiter Gombe, ceux dont les enfants, quand ils terminent les études, ils ont directement accès à l'emploi, et d'autres, les enfants de pauvres. Quoique étudiant dans des conditions extrêmement difficiles, parfois c'est la maman qui doit vendre la braise, qui doit vendre la farine de manioc, pour que cet enfant devienne licencié. Mais devenu licencié, qui va le recommander dans le marché d'emploi? Personne, madame. Nos entreprises publiques ne servent d'emploi qu'aux enfants d'eux. Quand tu es issu d'une famille pauvre, quand tu n'as aucune référence politique, tu mourras pauvre avec tes diplômes en main. Une fois élu 6e président de la République, je mettrai fin à ces inégalités et rééquilibrerai la situation de tous les enfants, quelles que soient leurs origines. Et désormais, j'imposerai des concours au sein de toutes les entreprises, que ce soit public, que ce soit privé. Pour quelle finalité? Pour casser les inégalités d'accès à l'emploi, les inégalités sociales. J'instaurerai les aides sociales, madame. Il faudrait que chacun de Congolais se sente réellement chez soi. Ceci permettra de booster une classe moyenne qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez les détourneurs des deniers publics qui se disent riches, qui ont pris en otage le pays depuis 60. En fait, ce sont les mêmes noms et les mêmes familles, d'une part. Et vous avez la masse prolétaire, pauvre, marginalisée et considérée comme marche-pied d'une autre classe. Je vais mettre fin à ces inégalités. Voilà pourquoi je suis les candidats d'égalité. Je suis les candidats de la liberté parce que je pense, madame, que on ne peut longtemps embastiller une pensée et un peuple comme cela a été le cas par une caste sociale. Le peuple congolais a été pendant des décennies pris en otage par un groupe. Alors, vous le savez... Et nous allons mettre fin à cet état des choses. Et vous le savez, combien de nos compatriotes ont été victimes, ont été opprimés du fait de leur courage, de leur opinion.
nous ferons en sorte que chacun des Congolais soit capable de s'exprimer, mais dans l'ordre, dans la discipline et dans le respect de loi de la République. Alors, je vais redonner aux Congolais je disais que leur vous liberté. le savez, la République démocratique du Congo possède des ressources naturelles telles que le lithium et les cobaltes essentiels pour la transition énergétique. Comment comptez-vous maximiser la valeur ajoutée de ces ressources pour développer les secteurs de l'énergie propre en République démocratique du Congo de manière durable et responsable? Je l'ai dit, le lithium congolais doit être transformé au Congo. Le cobalt congolais doit être transformé au Congo. La transformation, la transition énergétique doit passer par le respect de notre souveraineté en tant que peuple. Le lithium doit profiter à la population de Manono. Le cobalt doit profiter à la population de Lualaba. Il doit profiter à tout le peuple congolais. Voilà ce que je veux. J'imposerai l'interdiction de l'exportation de notre cobalt et de notre lithium. Je suis désolé. Vous voulez de notre lithium? Vous voulez de notre cobalt? Revenez ici. Les champs est là. Transformez. Donnez de l'emploi aux jeunes, aux mamans, aux pères de famille. Alors, en ce qui concerne l'éducation, quelle sera votre approche en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo et quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre pour améliorer les systèmes éducatifs du pays? Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez détruire une nation, vous n'avez pas besoin de le bombarder. Vous n'avez pas besoin de recourir aux bombes atomiques. Si vous voulez détruire une nation, il faut simplement détruire son système éducatif. Nous sommes victimes de cela. Un enfant sur 10, un élève sur 10 qui finit son premier cycle d'éducation, c'est lire et écrire, madame. 2 élèves sur 10 savent lire et écrire quand ils terminent les humanités. Ça veut dire quand ils décrochent le diplôme d'État. 3 enfants sur 10 savent lire et écrire quand ils terminent leur cycle universitaire. C'est dommage. Et avec cet état des choses, il est difficile de parler développement d'une nation parce que la pensée est embastille. Parce que la pensée devient complexée. Parce qu'il suffit de vouloir articuler un raisonnement pour savoir que c'est à côté. Nous allons remettre en scène la fonction enseignante, madame. Le dernier enseignant, parce que nous allons uniformiser les salaires, recevra l'équivalent franc congolais de 500 $. Il est anormal qu'une maîtresse de l'école maternelle, qui a fait que toi et moi puissions tenir ce débat, cet échange, soit sous-payée au moment où un autre fonctionnaire de l'État, un autre agent public de l'État, vous touche les centups de cela. Nous allons recréer l'équilibre. Et nous allons recréer un état d'égalité et d'ordre, madame. Alors, face à la caméra. Et je construirai 5 écoles par territoire et par ville. 5 écoles modernes. Pour avoir un maximum, comme je vous ai dit, de 1000 écoles par année. C'est ça l'ambition pour moi. De sorte que, au bout de mon quinquennat, je sois capable de justifier de la création, de la construction de 5000 écoles modernes sur l'ensemble du pays. Et ces écoles seront équipées de manière à permettre à nos enseignants et à nos élèves d'avoir accès à des outils qui correspondent à un enseignement de qualité. Je lancerai le programme Zéro école sans banc.
0 école sans bon. Il est anormal que de nos jours, qu'il y ait des écoles, madame, même ici à Kinshasa, où vous ne trouvez ni banc ni tableau, où vous ne trouvez pas de livres, où vous ne trouvez pas de bibliothèque. Nous n'allons plus accepter d'écoles sans bibliothèque, d'écoles sans banc. Oui aux écoles privées, mais qui répondent à un certain standing, à un certain standard pour le bien de notre éducation. Voilà. Je mettrai en place, madame, Oui, un système de paye des enseignants qui permettent de les rapprocher de leur milieu au centre de paye. Aujourd'hui, madame, savez-vous que dans des territoires comme Lubao, dans la province de Lomami, pour qu'un enseignant puisse toucher son salaire, il doit se déplacer vers des centaines de kilomètres. Donc, il arrête d'enseigner pendant 2-3 mois. Puisqu'il n'a pas de moyen de transport, il prend le vélo, il va chercher son salaire à travers ce qu'on appelle Tembe. Quelles seront les mesures palliatives? Mesures palliatives, nous allons recourir et installer des services de paye sur l'ensemble du pays pour permettre à chaque enseignant, où qu'il se trouve, d'avoir accès à son salaire directement sans avoir besoin de faire 200 km. Voilà la mesure phare et qui fait souffrir autant, des milliers d'enseignants à l'intérieur du pays. Et donc, nous ferons en sorte de remettre en scène la fonction enseignante, madame. Est-ce que vous savez que l'enseignant, c'est l'architecte de la société? Mais dans notre pays, l'enseignant est banalisé. Être enseignant, en fait, devient banal. On a même honte de dire que son père est enseignant, sa mère est enseignante. On a peur d'être enseignant. Et l'avenir de notre pays est en ce moment-là en danger. Mais c'est pourquoi vous voyez certains de nos compatriotes, et enfin, toutes les autorités devront inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Pourquoi cette obligation? Mais parce que ils doivent prendre conscience de mettre toutes les écoles publiques dans les conditions et les normes qui puissent permettre à tous les enfants d'apprendre correctement. Mais nous ferons aussi en sorte qu'il y ait une nette et franche collaboration entre l'enseignant et le parent. Il y a une telle inversion des valeurs aujourd'hui parce que il y a une cassure entre l'enseignant qui encadre l'enfant pendant 5-6 heures et la maman ou le papa, ça veut dire les parents, qui prennent la relève de l'éducation une fois que l'enfant est à la maison. Il y a une cassure. Et donc, ça fait qu'il y ait déséquilibre. Nous allons nous efforcer à pouvoir remettre l'enseignant à sa place dans le temps, à remettre en scène la fonction enseignante et surtout l'éducation de base. Et nous allons, madame, faire de la gratuité de l'enseignement, pas seulement des bases. De la gratuité de l'enseignement, notre cheval de bataille. Je vous ai dit que c'est possible. Il est anormal, dans une république comme celle-ci, que un enfant de l'école secondaire, un enfant de l'école même primaire, humanité, puisse être obligé de payer des sommes exorbitantes pour accéder à l'éducation, à la formation. Il faut qu'à un certain niveau, et c'est ce qui s'observe à l'étranger, l'enseignement soit obligatoire. L'éducation soit obligatoire. L'instruction soit obligatoire. C'est pourquoi vous voyagez, même seulement ici, au Congo d'en face,
Même un taximène, c'est lire et écrire, c'est s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire simplement savoir lire et écrire en français. Ceci veut dire que je vais, dans l'éducation, réintroduire nos langues nationales, qui doivent être désormais enseignées. Aujourd'hui, à Kinshasa, on n'enseigne pas les Swahili. Pourquoi? On n'enseigne pas le Lingala. Pourquoi? Mais nous, quand on grandissait, on nous enseignait toutes ces langues-là. Sommes-nous devenus des Français? Oui, c'est bien beau. C'est une langue internationale qui nous réunit, etc. Nous ne devons pas oublier les langues de nos ancêtres. Savez-vous que 80% des Congolais qui parlent français réfléchissent dans leur langue et font des gymnastiques, des traductions avant d'exprimer la pensée, madame. Voilà. Vous avez quelques secondes, si pas une minute, pour convaincre face à la caméra. Pourriez-vous dire aux Congolais pourquoi ils doivent porter leur choix sur vous? Et dès que vous serez élu, probablement, quelles seraient les premières actions que vous allez poser? Madame, je vous remercie. Je ne voudrais pas ici parler pour convaincre les Congolaises et Congolais. Parce que je crois au destin. Vous savez, nous sommes à Vinci comme candidat. Celui qui sera élu, ce sera celui que Dieu aura choisi pour gouverner la République. Tout ce que je peux dire, c'est ce dont je suis capable de faire une fois élu président de la République. Je crois au destin. Je suis le plus jeune candidat. Je suis né au Congo. J'ai étudié au collège Maélé à Kisangani. J'ai fait l'université à l'UPC, à Kinshasa. J'ai joué au football à Kisangani et à Bandal. Je connais les réalités du Congo. Je connais ce que ça veut dire, étudier, sans avoir l'argent pour s'acheter un syllabus. Étudier sans bourse d'études. Étudier sans bus académique. Étudier sans aide sociale. Étudier sans home pour étudiants. Je sais ce que ça veut dire dormir affamé. Parce que les parents n'ont pas trouvé de quoi vous nourrir ces jours-là. Je sais ce que ça veut dire faire le pied pour aller soit à l'école, soit au marché, soit etc. Je suis donc ce candidat jeune de 35 ans qui appartient à une génération. Cette génération qui a été oubliée par une autre génération. Je porte donc le combat de cette génération. Cette génération qui est majoritaire. Et c'est à elle que je m'adresse. C'est à mes mamans que je m'adresse. Vous m'avez mis au monde, vous m'avez aidé à étudier ici, et je connais vos souffrances, je connais vos problèmes. J'ai épousé une Congolaise. Mes enfants sont Congolais. Je continue de vivre ici. Mes enfants étudient ici. Une fois élu président de la République, je répondrai de manière implacable aux besoins qui sont les vôtres, mais aussi le mien. Je vais rompre avec les inégalités. Je vais rompre avec les injustices sociales. Je vais rompre avec les désordres qui règnent actuellement. Je vais rompre avec l'anarchie. Je vais rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Où je promets d'arrêter M. Paul Kagame et de mettre fin aux mésaventures de l'insécurité, que ce soit dans la partie est, que ce soit dans la partie nord-est du pays. Je vais rompre avec toutes les antivaleurs de gestion que nous observons actuellement. Je ferai du Congo un état d'ordre et de discipline.
J'ai besoin de vous. Faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Je suis candidat numéro 2 à la présidentielle de décembre prochain. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un candidat, un projet, ce numéro d'objectif 2023, dernier virage, a pris fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.